Pour ça. Bonsoir à tous, bienvenue dans l'émission Votre projet pour la Réunion avec Guy Roger comme invité. Bonsoir. Et Farzad Felizi. Bonsoir. Bonsoir. Musicien, artiste, musicien, et je me tiendrai du monde. La question est, je disais tout à l'heure que la vie resserre les plats. Oui. Bienvenue Farzad, en tout cas c'est un plaisir de te retrouver sur ce plateau. Et une grande joie, cher ami. Une grande joie. Et j'allais dire quel a été le parcours de Farzad entre le moment où il est passé sur ce plateau et au moment où il est revenu. Il se trouve qu'au départ, j'ai eu un très bon ami qui m'a invité sur ce plateau, Guy Roger, qui m'a fait rencontrer toi, tu m'as initié au plateau, au journalisme, aux affaires de la télé, et ensuite on a eu notre propre émission télé. Ça a été une expérience extraordinaire sur laquelle je suis en train de faire une validation des acquis et de l'expérience pour en avoir un diplôme. Et depuis, j'ai continué à créer, donc à créer dans d'autres médias. Hormis la télé et la radio, il y a les médias de l'art, de la danse, du chant, de la poésie, du théâtre. Et ce qui s'est passé entre ce laps de temps, ça a été la découverte de la diversité des façons de dire les choses. Et cette façon de dire les choses, cette diversité dont parle Farzad, Guy, est-ce que l'être qu'est Guy Roger, avec cette diversité-là, il l'intègre dans sa façon de voir les choses? Bien sûr, parce que je ne peux pas faire autrement. Ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. C'est pas ce que je veux ou je veux pas. J'accueille tout. Le grand, le petit, le maigre, le gras, le gentil, le vilain. Et parce que j'ai cette faculté d'accueillir ça, alors j'ai l'impression je vois les choses autrement. Que si je n'intègre pas tout ça, alors je verrai seulement ce que je veux voir. Et la perception serait limitée dans ce cas. Et là, il s'agit d'avoir une perception au-delà de tout ce que on croit, on pense, on veut faire exister. Parce que tout existe. Tout existe. Alors, pourquoi je dis ça? En fait, le fait de revoir Farzad sur ce plateau, je trouve ça assez surprenant et fantastique. Pour une simple raison, de dire qu'il a fait son parcours depuis 2, 3, 4 ans, ou même plus, et qu'il revient à cet endroit-là. Et de me dire que la vie est parfois surprenante, non pas parce qu'elle est surprenante, mais parce qu'on ne connaît pas notre avenir. On ne sait pas ce qui nous attend. C'est ça. On ne sait pas ce que demain nous attend et quel est notre chemin de vie. Et Farzad, là, à ce moment-là, sur ce plateau, l'être le plus exceptionnel de nous trois, c'est toi. Et c'est vrai, de par le chemin que tu as parcouru et d'être revenu ensuite sur le plateau. Je te remercie. Mais pourquoi est-ce que suis-je exceptionnel à ton regard? Parce que il faut du courage pour aller à la quête, et ça, je pense que Guy pourra le confirmer. Il faut du courage pour suivre son chemin, pour être dans son chemin de vie, pour être en quête de sa vie, pour être en quête de ce qu'on cherche. Et ça, pas beaucoup de personnes n'affrontent ce qui est devant. Oui, j'étais orgueilleux. Comme tous, j'ai de l'orgueil. Et je ne voyais pas la prison dans laquelle j'étais enfermé. Et quand la vie m'a proposé de partir, de quitter, d'abandonner certaines choses, je n'ai pas voulu. Et je sais aujourd'hui que quand quelqu'un te rejette, quand une situation te dit de partir, faut partir. Faut l'accepter. Parce qu'en fait, une autre porte s'ouvre, et puis une autre, parce que c'est pas moi qui décide, parce que c'est la vie. Et la vie, elle est tellement bien organisée, depuis l'atome jusqu'aux plus grosses étoiles, aux galaxies. Et je me mets juste au service. Je dis, que puis-je pour ce monde avec ce que j'ai? Et je découvre que les aptitudes et les capacités qui étaient là, enchevêtrées en moi-même, petit à petit se libèrent et s'offrent au monde, comme un don d'amour.
Et tant que je veux quelque chose, je ne peux pas être ce don d'amour. Tu es l'amour qui cherche une issue pour aimer. C'est dans une de mes chansons. Tu es l'amour qui cherche une issue pour aimer au milieu des obstacles. Et donc, quels que soient les obstacles, notre rôle, c'est d'aimer et de se faufiler comme ça, entre les événements. Là, c'est un exemple que. Il est tout rouge, hein, il est vraiment émotionnel. Hein, il est vraiment, quand on le regarde là, il a un visage qui a rougi d'enfer. Bravo. Ouais, ouais. J'allais dire, respirer, respirer. Voilà. La question, quand on accepte de prendre son chemin de vie, c'est une force? Quand on accepte les choses qui sont là, sans rechigner, et que tu ne fais rien pour faire en sorte qu'il y ait quelque chose d'autre que tu aimerais, alors tu as toute la capacité du monde. Parce que c'est ça, la nature de l'être humain, c'est de pouvoir avancer dans un monde où tout est contraire à ce que tu penses. Parce que quand tu penses que ça devrait être comme ça, en fait, tu peux penser, tu peux imaginer, tu peux croire, mais en fait, ce n'est que de l'illusion. Il n'y a rien qui est... Ce que tu penses n'a rien à voir avec la réalité. La réalité, elle sera toujours là. Ce qui est là. Et c'est un fait. Et si tu ne veux pas vivre ce fait, ben, tu vas souffrir. C'est ça que Farzad a voulu, c'est plutôt que de souffrir en restant dans quelque chose qui n'est pas pour lui, de vivre pleinement quelque chose qui lui était destiné. En vrai, j'accueille la rose et les épines à la fois. D'accord. Donc dans le vécu, il y a des choses agréables et moins agréables. Je te donne un exemple très concret. Il y a Guy Roger. C'est quelqu'un qui est comme mon père. Un vrai mentor. Je ne me suis pas toujours entendu avec lui. Il n'y a pas beaucoup de monde qui s'entend avec lui. Voilà. Tu es un bon ami. Tu as été comme un mentor pour moi au niveau des médias, du journalisme, tout ça. Tu es un vrai mentor pour moi. Ok. Bon. Je sais qu'il y a des choses que je vais devoir apprendre de vous, reconnaître de vous. Tu vas m'initier, tu vas me dire, voilà, le micro c'est comme ça marche comme ça. Quand tu arrives, tu vas inviter quelqu'un. Guy va me dire, regarde, ça marche comme ça, tout ça. Il y a des choses que je connaissais déjà antérieures à vous et à notre rencontre. Il y a des choses que je vais découvrir avec vous et que je vais pouvoir mettre en pratique après. Et j'ai découvert dans le vécu que j'ai eu, c'est que comment trouver un équilibre entre t'écouter, toi, le mentor, l'ancien, ta sagesse, ta connaissance, et moi, ce qui me vient là présentement. D'accord? Et donc là, tout le vécu change. Parce que je ne suis ni dans suivre un tel, et parce que c'est, etc., tu vois, rien d'extraordinaire, ni encore, regarde-moi, ce vieux con là, il est en train de me dire quoi faire alors que moi je sais. Mais plutôt dans quelque chose de plus équilibré, que tous les jeunes peuvent faire ça, tu vois. Ok, je vais écouter l'ancien, il a quand même quelque chose, et je vais écouter ce que j'ai à l'intérieur. Et c'est ce que je fais, c'est ce que je montre à Château-Morange là, comment gérer les sources d'inspiration secondaires de la source d'inspiration primaire. Source d'inspiration secondaire, ce que je rencontre au dehors de moi-même. Première là. Et du coup, quand je fais ça, je me rends compte que toi, Jismi, tu es à l'extérieur de moi, quelqu'un qui va révéler en moi quelque chose. Et tu peux être quelqu'un d'absolument extraordinairement gentil et bienveillant. Ok? L'expérience est agréable. Tu peux être aussi quelqu'un de très méchant. D'accord? Mais tu vas aussi révéler ça en moi. Guy Roger, l'influence de l'individu extérieur sur un autre, normalement, ça ne devrait pas être quelque chose de, j'allais dire, avoir à gérer. On doit être capable de repousser l'influence de l'autre sans autre problème. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, l'individu absorbe tellement de choses qui viennent de l'extérieur? Parce qu'il est désespéré, parce que je crois qu'il a besoin de se rassurer que quelqu'un va lui donner une solution. Parce que pour la plupart d'entre nous, on cherche quelque chose pour nous égayer. Ce monde est tellement fait de choses qui nous enfoncent. C'est monotone, c'est répétitif, c'est tout le temps la même chose. Donc on voudrait trouver quelque part ailleurs que en moi, là-bas,
quelqu'un qui va me dire comment faire pour être heureux. Mais en fait, tout ça, tu peux le chercher toute ta vie. Et c'est ce qu'on fait pour la plupart d'entre nous. On a un monde qui fait ça. Le monde est en quête de ce qui se passe à l'extérieur de ma peau pour que je puisse trouver quelque chose là-dedans, pour que moi, je puisse être heureux. Mais en fait, ça n'existe pas. C'est un gros leurre. C'est un leurre comme ça. Parce que rien ne se passe à l'extérieur de ta peau. La personne là-bas, la personne là-bas, la personne là-bas, ce ne sont que des éléments qui reflètent ce que tu es. Toi, tu es où? Tu es ici. Tu vois? Et si tu regardes le monde à partir de là-bas, tu regardes le monde à partir de l'illusion que tu te donnes d'être. Alors, dans ce cas, par rapport à ce qu'a dit Farzad, à quel moment, bien sûr, la priorité, c'est ce qui est en soi, c'est ce qu'on est. D'accord? Mais tout à l'heure, il a dit quelque chose que j'ai entendu, c'est que ce que peut dire l'autre à l'extérieur peut aussi apporter quelque chose. Oui. Comment ne pas le rejeter, comment accepter ce qu'il dit, comment le comprendre et comment l'utiliser à bon escient. Oui, parce que tu accueilles. Accueillir ce que l'autre te dit, c'est que tu t'entends toi-même. L'autre, c'est toi. Et si tu sais écouter, ben, tu sais qu'est-ce qu'il est en train de dire parce que ça reflète en toi ce que tu es vraiment. Et quand tu as su, quand tu as compris que ça, c'est un reflet de toi-même, ben, soit tu l'acceptes et tu dis d'accord, je me soumets, c'est moi. Ou soit tu te rebelles parce qu'il a réveillé en toi quelque chose que tu ne voulais pas que ça se révèle. C'est-à-dire, il t'a montré que tu étais stupide, tu étais bête, tu étais ceci et cela. Tu veux pas que ça sera vu. Parce que notre activité dans le monde entier, c'est de faire voir au monde ce que on aimerait que le monde accepte. Donc, on veut être seulement ce que le monde attend de toi. Et il y a une chose, il y a une posture psychologique que je voulais mettre en avant. Oui, monsieur. Mais ça, c'est... Je suis désolé, je fais le professeur. Et il y a une posture psychologique que je vais mettre en avant. Il y a le soi, d'accord? Et puis, il y a l'individu, d'accord? Il y a l'autre à l'extérieur. Mais souvent, dans un état de faiblesse, on essaye toujours d'absorber les autres pour se rassurer. C'est ce que tu as dit. Voilà. Mais à quel moment l'autre, dans la projection, l'autre peut être un soi d'un point de vue purement psychologique. À quel moment on se reconnaît dans Farzad, à quel moment on se reconnaît dans Guy, à quel moment on se reconnaît dans Jismi, à quel moment on se reconnaît dans l'autre sans pour autant tomber dans un trouble dissociatif. Qu'est-ce qu'un trouble dissociatif? C'est d'avoir plusieurs personnes en soi. Ah, plusieurs personnalités, c'est-à-dire montrer plusieurs visages, un visage à chaque rencontre. À la rigueur. D'accord. Oui, il y a un problème d'intégration de l'identité quand on fait ça. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Waouh, c'est un sacré défi. Tu veux bien répéter la question? Alors, la question c'est comment on accepte ce que l'autre nous montre et qui est un peu de nous-mêmes sans pour autant en l'intégrer en soi et parce qu'on va rencontrer d'autres, en faire un trouble, c'est-à-dire qu'on ait plusieurs visages. Ça s'appelle l'humilité, ça, Jismi. Quand quelqu'un te dit quelque chose qui est désagréable et que tu n'aimes pas trop entendre, alors il faut admettre, il faut accepter. Et pour accepter ça, il faut que tu sois humble avec toi-même et reconnaître que tu es ça. Reconnaître que je suis mesquin, reconnaître que je suis égoïste, que je suis tout ça. Tu vois? Parce que en revoyant Farzad, c'est de reconnaître l'individu qu'il est, son côté humain, son côté artiste, son côté, ses bons côtés, qui sont ses côtés qui sont plaisants. Voilà. Et c'est un connard quand même. Non, c'est pas ce que j'avais dit. Mais je respecte ce que tu as dit. Je respecte ce que tu as dit. Je ne vais pas aller à l'encontre de ce que tu as dit. Parce que tu vois, moi je pensais à un moment donné être bon et être vrai, parce que je disais la vérité tout le temps à tout le monde. Jusqu'à ce que je rencontre sur mon chemin de la manipulation. Cette manipulation, je m'en suis senti victime. Oui. D'accord? Jusqu'à l'instant où j'ai vu que je suis ça. Alors, cette manipulation dont on parle... Donc j'étais en train de me manipuler. Oui. Et je me suis rendu compte en moi-même à un moment donné, je me suis dit, puisque ce qui est là-bas, c'est une projection de moi, où est-ce que ça se trouve en moi? Qu'est-ce qui s'en passe là-bas qui montre, qu'est-ce que ça montre en moi? Du coup, j'ai vu que je me mentais à moi-même sur de nombreuses choses.
J'avais de l'hypocrisie, non pas par rapport aux autres, mais par rapport à moi-même. Je n'avais pas de colère par rapport au monde, mais j'avais retourné de la colère contre moi-même. Et ça vient amener à une touche amère, une amertume, comme le chocolat amer, de la haine de soi. Et ça, c'est une maladie qui existe un peu partout, où je ne m'aime pas. Je n'aime pas ce que je suis. Et je dois devenir quelque chose de mieux. Je dois devenir quelque chose qui est assez. Là, c'est pas suffisant. Je dois devenir quelque chose qui est assez. Et quelqu'un qui veut m'hameçonner quand je suis dans cet état-là, il va dire, oh, je t'hameçonne comme ça. Regarde là-bas, il y a un objectif. Vas-y, et quand tu y seras, tu seras mieux. Quand tu auras cet argent, tu seras mieux. Quand tu auras ce diplôme, tu seras mieux. Quand tu auras machin, tu seras mieux. Et quand je me suis rendu compte de ce mensonge entier que j'avais en moi, qui me faisait tellement souffrir, ça s'est abandonné. Ça s'est mis de côté. Et depuis ce jour, quelqu'un vient m'hameçonner, je dis, ben en fait, je te comprends de ce que tu me proposes, mais j'en ai pas besoin pour vivre. Je comprends, monsieur la mairie, madame la mairesse, monsieur le maire, je comprends, chère institution, qui me paye tant, etc., en budget, en subvention, etc., mais j'ai pas besoin de toi pour vivre. Je suis un artiste, un créateur, un créatif, qui propose de l'amour au monde. Si je suis payé, c'est bien, si je le suis pas, c'est ok. Mais toi, si tu viens me dire demain, si tu te comportes comme ça, que tu crées comme ça, que tu fais comme ça, tu vas réussir, je pourrai jamais te satisfaire parce que je ne serai jamais assez sous ton regard. Et si je joue ce jeu-là, je vais rentrer dans de la haine de moi-même et je vais créer un monde qui suggère juste des illusions au lieu de la vérité. Il y a un aspect très particulier, Jismi, dans lequel je te parlerai plus tard, au niveau de la création, parce que toutes nos créations, la plupart dans nos sociétés, sont gangrénées par ça et ne disent plus la vérité. Et il y a quelque chose dans ce qu'a dit Farzad qui m'a fait sourire, mais qui est une vérité. C'est lorsque on a un savoir. On a un savoir qu'on transmet. On croit qu'on transmet son savoir, on donne de bons conseils aux autres et qu'on l'accompagne. Ça fait de nous quelqu'un d'abord, un sachant, et ça fait de nous quelqu'un de bienveillant. Du moins, on le croit aussi, là. D'accord ? Et le problème, c'est quand on se réveille. Parce que quand on fait ça, c'est pas parce qu'on le fait pour être bienveillant. Et je reprends les mots de Farzad, c'est qu'on ne s'aime pas. Oui. On se projette sur l'autre. On veut que l'autre fasse ça, parce que à sa place, on ferait ça. Oui. Donc, on n'arrête pas de se projeter sur les autres, d'accompagner les autres, de donner aux autres quelque chose, mais on s'oublie soi. Ouais. Il y a deux principes qui m'ont beaucoup aidé. Le premier, c'est soit il y a la peur, soit il y a l'amour. La peur et l'amour ne peuvent pas se mélanger. Donc je sais, dès lors que j'ai un vécu, si j'ai de la peur ou si j'ai de l'amour, je suis dans ce mode ou dans l'autre. S'il y a de la peur, je suis quelqu'un qui est en demande d'amour. Donc qui veut attirer à lui, soit par la manipulation, soit par la pitié, la demande, soit par le fait de dire, voilà, je vais devenir ton ami, je vais tout faire pour toi, pour que machin, mais en fait, c'est pour avoir de l'amour. Parce que je suis quelqu'un qui est en demande. Parce que je suis quelqu'un qui a peur. Parce que je suis quelqu'un qui a peur de manquer d'amour. Et si je suis complètement dans l'amour, je suis comblé. Donc, je suis dans le don. Je suis dans le don d'amour. Et ces individus-là, dans le monde actuel, sont rares, qui sont totalement dans le don d'amour. Mais pourquoi dans ce monde, on a l'impression qu'il faut absolument qu'on soit supporté par quelqu'un. On a cette impression que si je suis laissé de côté, en fait, je suis rien. C'est une impression. Je ne dis pas que... tu vois, la plupart d'entre nous, on sent qu'il y a besoin de quelqu'un pour que quelqu'un m'honore, quelqu'un me mette sur un piédestal pour que je puisse être existant. En fait, les premiers humains avaient peur d'être seuls, parce que quand tu es seul et que tu te blesses, c'est la fin. Si le groupe te laisse de côté, prend pas de soin de toi, tu meurs. D'accord ? C'est un truc naturel de l'humain. Il avait peur d'être... La peur d'être ostracisé, on appelle ça. La peur d'être mis à l'écart, exclu, rejeté. Parce que ta vie est finie après. Tu vois. Mais on a découvert des ossements en Irak où la personne avait eu de grosses blessures, avait vécu handicapé jusqu'à l'âge de 40 ans. Ça voulait dire qu'il avait été soigné. Et donc, ils n'étaient pas chrétiens, ils n'étaient pas catholiques, ils n'étaient pas musulmans, ils n'étaient pas hindous pour dire, voilà, et on a fait la charité. C'était quelque chose de naturel qui fait qu'on apprend soin de l'autre, même s'il ne produit pas comme nous, même s'il ne travaille pas comme nous, s'il ne chasse pas comme nous. Il a une existence comme nous. Donc, on va être au service, en étant au service les uns des autres, ça permet d'évoluer comme ça.
Oui, mais justement, mais qu'est-ce qui fait que nous, aujourd'hui, les humains, on n'est pas au service des uns des autres, on est à mon service parce que j'ai peur de mourir. C'est ça le grand problème. Est-ce qu'il y a une façon de basculer tout ça pour que je puisse comprendre que, en fait, la mort n'est pas si grave, la sécurité n'est pas si grave. Si je suis ouvert à l'autre, il y a toujours de la sécurité, il y a toujours moyen de s'entraider, tu vois. Mais autrement, ben, on vit dans le leurre de ce qu'on peut penser. Libéré de cette injonction archaïque de mourir si je suis exclu, l'individu vit dans une zone libre, sans combat. Et ça nécessite de braver la peur. Et il y a toujours eu des rituels de passage d'un âge à l'autre dans les tribus anciennes, où on allait braver cette peur. Et on devenait une femme, on devenait un homme. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Il y a les jeux vidéo, il y a le divertissement, il y a ce qui est proposé pour sortir de la douleur et ne pas la vivre vraiment. Un exemple, mon fils se fait mal, il tombe et il se fait une grosse ouverture au genou. Et le médecin lui propose, quand on arrive aux urgences, tu peux regarder un film si tu veux pendant que je fais l'opération. Et je lui dis, tu peux regarder un film ou alors tu peux aussi choisir de regarder ce qui se passe là. Parce que le film, tu pourras toujours le regarder après. Mais ce qui se passe là, le film de ta vie là maintenant, va t'apprendre quelque chose. Et je te promets, mon fils, je l'ai déjà fait. Si tu regardes là où tu as mal, la douleur disparaît. Et il dit, je veux voir. Et par curiosité, il va voir, il va regarder la blessure. Et sa peur disparaît, la douleur disparaît. Et il y a un apprentissage qui se fait à ce moment-là. Donc cette peur, elle doit être... bravée, vue. Oui, c'est-à-dire vue, mais qui veut voir ces peurs? Aujourd'hui, dans ce monde, il est très difficile de dire, moi je regarde mes peurs. Non, mes peurs me font peur. Oui. Donc je cours, je m'abrite, je me sauve, je ne veux pas le voir. Je mens. Et je me mens à moi-même. Pour remettre un petit masque et puis montrer ce qu'il faut pour pouvoir être accepté, pas rejeté. Je manipule. Donc cette peur... Je vais me trouver des sources de ravitaillement narcissique et ça et là pour pouvoir survivre. C'est ça. En effet. Et dans cette peur, si tu la vois, ben, tu découvres en fait ce qui est faux. Oui. Parce que ce que tu te racontes en fait n'a rien de réel. Les appréhensions que j'ai, parce que tu vois, demain, ça me fait peur. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Donc, je me raconte des histoires. Et l'histoire que je me raconte me fait peur. Donc, je dis, est-ce que tu peux réaliser que ce que tu es en train de te raconter dans tes appréhensions de ce que demain sera, eh ben, ce sont tes propres peurs. Et elles vont te balancer, elles vont te revenir en pleine figure. Et tu vas croire que ça, c'est réel. Oui, en effet. Ben c'est vrai. Moi, un jour, on m'a dit que j'étais un salaud et je l'ai accepté. J'ai dit, ouais, je suis un salaud. Et un jour aussi, j'ai vu que j'étais pas forcément le bon père que je voulais être. Et que peut-être je le serai jamais. Mais je suis juste le père que je suis. Et ça a sauvé ma paternité. Un jour, on m'a dit, t'es un homme à femme, t'es infidèle, t'es ceci, t'es cela. Et j'ai dit, ouais, c'est vrai. Et je serai jamais tel que l'idéal le veut, mais je suis tel que je suis. Et ça a sauvé mon couple. Donc, en fait, tu es en train de dire, Farzad, que la peur, c'est l'idéal qu'on se fait et on a peur de ne pas voir cet idéal se réaliser. Donc, on se montre dans une certaine posture et derrière cette posture-là, il y a un écran de peur que quelqu'un découvre que tu es en train de te mentir à toi-même. En effet. Tu vois ? Merci messieurs, on vous revoit quand vous voulez pour poursuivre ça. Vraiment, ça a été vraiment très intéressant. Je vous remercie. La fin, j'ai suivi comme un enfant suit 2 maîtres qui parlent. Pardon. Merci à vous, merci Farzad, merci Guy, merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.